Bonjour Michel Juria, bienvenue. Vous êtes donc le délégué général de France Énergie Éolienne. On va parler de cette loi dédiée aux énergies renouvelables qui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire. C'est le 24 janvier dernier. Il reste maintenant aux députés et aux sénateurs de voter cette loi définitivement. Évidemment, c'est une étape importante qui a été franchie. Comment vous l'avez reçue ? Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est la première fois en France qu'il y a un texte de loi dédié aux énergies renouvelables, et notamment à l'éolien sur terre et en mer en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et c'est quelque chose qui permet de faire rentrer dans l'opinion la notion d'accélération autour du développement des énergies renouvelables. Ça fait aujourd'hui 20 ans que la France est engagée dans le développement de ces énergies renouvelables. C'était au début des années 2000. Et en fait, aujourd'hui, 20 ans après, c'est la première fois qu'on se dit, allez, si on veut vraiment décarboner notre économie, qui dépend encore aujourd'hui de 60% d'énergie fossile, et bien en fait, il faut qu'on accélère le développement des énergies renouvelables. Et ce texte illustre ça et fait rentrer ça dans l'opinion publique. On va rentrer évidemment dans le détail de ce que cette loi propose, mais il faudra combien d'années, voire de décennies pour rattraper le retard sur les pays d'Europe qui sont dans le trio de tête ? En fait, on a un cap que l'Union européenne a donné, qui est 2030. Donc c'est dans 8 ans. Dans 8 ans, il faut que la France ait 40% de sa production d'énergie qui dépend des énergies fossiles. 40% de sa production d'énergie, qui dépend des énergies renouvelables. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc il faut qu'en fait, on aille 3 fois plus vite que ce qu'on a été au cours des 20 dernières années. Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on change de méthode, et cette loi, elle est là pour ça. Donc en fait, on a 8 ans pour réussir progressivement à mettre en œuvre l'ensemble des actions identifiées dans cette loi, pour changer de méthode et être au rendez-vous. Il y a des pays d'Europe qui sont beaucoup plus près que nous de ces 40%. Alors, tout le monde n'est pas parti du même niveau, c'est déjà un point qui est important, et tout le monde n'a pas le même objectif non plus. Voilà, il n'a pas les mêmes objectifs. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir loupé son objectif. C'est à côté, on est arrivé à 19% en 2020, alors qu'on devait être à 23%, donc on est le seul pays de l'Union européenne. Et on a des pays, notamment, on regarde beaucoup ce qui se passe en Espagne et au Portugal, parce qu'il y a une méthode à la fois de développement des énergies renouvelables qui combine diversification du mix énergétique et quelque chose qui est vraiment important, qui est protection du consommateur. On a appris au cours de l'année 2022, en fait, qu'il fallait réussir, y compris en cas de choc, à protéger le consommateur, qu'il soit collectivité territoriale, entreprise ou ménage. Et en fait, l'Espagne et le Portugal sont les deux pays qui, aujourd'hui, en Europe, réussissent le mieux. Alors ça, c'est un aspect important, la dimension sociale, on va dire, de la transition énergétique. Si on rentre dans le détail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, donc vous dites protection du consommateur, peut-être meilleure répartition aussi des profits pour les riverains. C'est quoi cette dimension sociale ? Alors cette loi, la loi qui a été qui a fait l'objet d'une CMP conclusive, le 24 janvier dernier. Donc commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire, tout à fait. En fait, elle, dans ses derniers titres, elle fait rentrer pour la première fois, elle a créé un débat autour de la répartition de la valeur autour des énergies renouvelables. Donc en fait, ce que nous ont dit les sénateurs et les députés, nous au début, ce qu'on avait proposé, c'était de mettre en place des tarifs préférentiels pour les riverains. Bon. Donc le gouvernement, en lien avec les différentes filières ONR, s'était dit, tiens, c'est quelque chose qui ressort très fort des débats publics locaux, qui est demandé par les citoyens. En fait, du coup, pourquoi nous ne mettons pas dans la loi ? Et en fait, le Sénat et l'Assemblée nationale ont dit, en fait, nous, on préfère quelque chose de plus collectif, ce qui s'entend complètement. Et donc, ils ont ouvert 2 voies. Une première voie qui est la possibilité de faciliter l'entrée au capital des riverains. C'est-à-dire que vous avez un projet solaire, vous avez un projet éolien, vous avez un projet de méthanisation qui vient à côté de chez vous. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre un bout d'épargne, de votre épargne dans ce projet-là. Et du coup, votre épargne va être rémunérée à 3, 4, 5, 6% en fonction des revenus dégagés par le projet d'énergie renouvelable en question. Donc ça, c'est une première orientation. Et deuxième orientation, qui est aussi très importante, c'est les sénateurs et les députés ont dit on a un sujet majeur de précarité énergétique en France, notamment dans les milieux ruraux. Et ça, c'est un point qui est important. Les énergies renouvelables se développent majoritairement sur les territoires ruraux. Eh bien, créons la possibilité que lorsqu'un projet arrive sur un territoire, qu'ils viennent financer un fonds qui va contribuer à rénover les bâtiments publics ou privés qui
sont en situation de forte consommation ou qui sont des passoires énergétiques. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ouais. Ça n'empêchera pas une gratification financière des riverains en fonction des projets. C'est pas parce que c'est pas forcément écrit dans la loi que... Alors, à ce jour, c'est pas écrit dans la loi. D'accord. Donc, on verra si dans d'autres textes de loi, ça sera possible, puisque les sénateurs et les députés ont dit non, nous, c'est pas cette option-là que l'on prend. Donc, ça, c'est un point qui est important. Par contre, il y a un point qui est aussi essentiel, c'est qu'on continue avec les mesures qui étaient existantes, comme par exemple le paiement d'impôts pour les communes, qui permettent aussi de contribuer au budget de fonctionnement des collectivités. Alors, il y a cette idée de simplifier les procédures pour accélérer, justement. C'était une demande de votre part, du secteur ? Alors, nous, notre vraie demande, c'est deux choses. D'un côté, la stabilisation des moyens de l'État, parce qu'en fait, un processus d'autorisation d'un projet d'énergie renouvelable, ça demande ce qu'on appelle des services instructeurs. Donc, il y a des personnes dans les services déconcentrés de l'État qui, par exemple, pour un projet éolien, c'est à peu près 1500 à 2000 pages qui sont déposées. Donc, il faut instruire, il faut regarder ce qu'il y a dedans, dire on est d'accord, pas d'accord, regarder si ça correspond aux données qui sont nécessaires. Et si on n'a pas, entre guillemets, si on n'a pas de bras pour faire ça, si on n'a pas de moyens humains pour faire ça, et bien en fait, les dossiers s'accumulent et ça prend du temps. Donc ça, c'était une demande que l'on a. Ça a été traité dans le cadre du PLF, du projet de loi de finances. Et on fait attention à ce que sur le PLF 2023, on continue à investir dans les moyens humains associés à la transition énergétique. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous semble très importante, c'est qu'on a besoin de visibilité. C'est-à-dire que, comme tout secteur d'activité, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas régulièrement se dire tiens, on va changer de procédure, on va rajouter telle règle, modifier ça, etc. Là, on a un cadre qui est stabilisé. Il faut que ce cadre reste le même pendant les 10 à 15 prochaines années que l'on a devant nous pour qu'on puisse collectivement, que ce soit les services instructeurs, que ce soit désormais des élus locaux qui sont copilotes de la transition et les filières, réussir à avancer plus rapidement. Oui, mais alors, ce qu'on a retenu, c'est simplification procédurale, donc il y aura moins de voies de recours pour accélérer les projets. Il y a aussi ça dans la loi. L'objectif, c'était, alors pas dans cette loi, mais ce que propose cette loi, c'est de dire, on a constaté en France que une bonne partie des recours qui sont déposés contre les projets d'énergie renouvelable sont des recours dits abusifs. C'est pas nous qui le disons, c'est la justice qui le dit, puisque 95% des recours sont refusés, puisque jugés non pertinents. Et donc, la loi dit, grosso modo, notamment sur un projet photovoltaïque ou un projet éolien, un recours, c'est 1 an et demi à 2 ans qui sont perdus dans le rythme de développement d'un projet. 1 an et demi à 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? L'État dit, moi, je suis assez sûr des autorisations que je donne. Je pense que ce sont des autorisations qui sont de qualité. Et donc, du coup, je vais créer un fonds de garantie de construction sous recours. C'est-à-dire que vous, acteurs des énergies renouvelables, vous allez avoir le droit de construire votre projet, même s'il est sous recours. Et moi, je garantis que si vous perdez votre recours, je vais indemniser les sommes que vous avez engagées pour la construction de ce projet. Parce que moi, État, je considère que les permis que je vous donne sont des permis de qualité. J'ai confiance dans les permis que je vous donne. J'ai confiance dans mes processus d'instruction et dans ma loi. Et s'il faut, il y aura quelques pourcents, 2-3% des projets sur lesquels il faudra remonter. Ça, c'est une mesure en termes d'accélération qui est très forte. C'est 1 an et demi à 2 ans gagnés. D'accord, donc ça n'empêche pas les recours, mais c'est l'État qui couvre, bien compris. Redonner du pouvoir aux maires, aux élus locaux, sans aller jusqu'au droit de veto. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça change ? Alors, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les associations d'élus, notamment l'Association des maires ruraux de France, et puis le Sénat, a dit, en fait, les élus locaux ne veulent pas du droit de veto. Les élus locaux... Parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas forcément les moyens techniques pour prendre une décision, c'est ça ? Parce qu'un droit de veto, ça s'argumente. On ne dit pas oui ou non, parce que je me lève le matin, et j'ai décidé que c'était bien ou que c'était pas bien. Il faut l'argumenter, il faut expliquer pourquoi. Donc, ils ont dit, nous, en fait, on ne veut pas ça. Par contre, ce que l'on veut, c'est devenir copilote de la transition énergétique avec l'État. Et donc, en fait, le système de planification qui est proposé notamment avec l'identification de ces zones d'accélération qui touchent toutes les énergies renouvelables, qu'elles soient électriques, donc solaire, éolien ou thermique, biomasse, géothermie, tout ça. Ils ont dit, en fait, moi, je vais recevoir les données que me donne l'État. Où est-ce qu'il y a du vent, où est-ce qu'il y a du soleil, où est-ce qu'il y a de la biomasse. Où est-ce que passe le réseau de transport et de distribution d'électricité ? Où est-ce qu'il y a un réseau de chaleur pas loin ? Quelles sont les caractéristiques environnementales de mon territoire ? Je vais croiser l'ensemble de ces données. Et moi, maire, puis
président d'intercommunalité, je vais dire, je croise ces données avec l'histoire de mon territoire, sa sociologie, les jeux d'acteurs sur le territoire, et je vais dire, ben voilà, dans telle zone, je vais considérer que telle zone peut être une zone d'accélération sur laquelle on va pouvoir faciliter la mise en œuvre des projets. Ça permet de définir aussi les zones d'exclusion, c'est ça. C'est un peu du donnant-donnant, quoi. Alors, ce qui est très intéressant dans le texte, c'est qu'il y a la possibilité qui est ouverte d'ouvrir des zones d'exclusion à une seule condition, et ça c'est très intéressant, qu'à l'échelle du département, et que l'ensemble des élus se soient accordés pour définir suffisamment de zones d'accélération pour réussir les objectifs. Oui, mais il y a des départements, notamment ou même des régions, sur l'éolien qui considèrent, je vais vous citer les Hauts-de-France, vous ne serez pas surpris qu'il y en a déjà trop. Alors, et là aussi, il y a une réponse dans la loi, et là c'est aussi très intéressant. On a introduit, le gouvernement, les députés et les sénateurs ont introduit quelque chose qui était demandé depuis très longtemps par la filière, qui était de dire, écoutez, mettons en place un système qui permet de moduler le prix auquel on achète de l'électricité en fonction du gisement. C'est-à-dire, évitons de concentrer les projets éoliens là où il y a beaucoup de vent et les projets photovoltaïques là où il y a beaucoup de soleil, puisque aujourd'hui on a des technologies sur le vent, sur l'éolien ou sur le photovoltaïque qui permettent de produire, y compris lorsqu'il y a un peu moins de vent, un peu moins de soleil. Donc, on va moduler le prix pour encourager à s'installer dans des zones où il y a un peu moins de vent et un peu moins de soleil. Et ça, c'est très intéressant parce que ça évite justement ces phénomènes de concentration, puisque ce qu'on apprend de 20 ans de politique de développement des énergies renouvelables, c'est que qu'on soit la méthanisation en Bretagne, le photovoltaïque dans le sud ou l'éolien en Hauts-de-France, dès que ça se concentre, il y a un phénomène de rejet. Donc là, on a une incitation à se déconcentrer. Merci beaucoup Michel Duria. On parlera d'éolien maritime parce que c'est aussi une thématique en soi dans une autre émission. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat quand les producteurs de champagne s'engagent.